Peur du noir, peur des araignées ou peur des fantômes? En cherchant bien, on trouve tous des peurs. La peur, c'est une émotion primaire, universelle, et c'est ce qui nous a permis à nous, la race humaine, de survivre. Percevoir un danger et s'y adapter, c'est vital pour notre survie. D'ailleurs, en général, on se défend par le fameux lutte ou fuite, le fight or flight des Anglais, ou alors la paralysie. La peur dont je veux te parler aujourd'hui, c'est la peur que tu ressens quand tu regardes un film bien flippant. Quand tu as les cheveux qui se dressent sur la tête parce que tu es devant un film d'horreur ou une histoire de maison hantée, tu vois le genre, une peur qui te prend aux tripes alors même que tu sais qu'il s'agit d'un film. Et quand tu regardes ce genre de film, même s'il n'y a pas de bain de sang, il y a une telle atmosphère de tension et de peur qui y règne que quand tu vas te coucher, tu allumes tout grand les lumières et tu n'oses absolument pas regarder sous ton lit de peur qu'il y ait quelque chose ou quelqu'un de caché. Tu vois ce que je veux dire ? Alors, comme on approche d'Halloween, qui est une de mes fêtes préférées, soit dit en passant, j'ai cherché une histoire qui fait peur, mais pas n'importe laquelle. Je voulais te raconter une histoire de coaching qui a mal tourné, mais genre vraiment mal tourné, tu vois. Malheureusement, j'en ai pas trouvé. Enfin, j'ai pas trouvé d'histoire vraiment terrible, et puis je me dis que finalement, c'est peut-être mieux comme ça, hein. Alors, je me suis tournée vers la psychiatrie. On est d'accord quand même qu'il y a beaucoup plus de dérapages en psychiatrie. On connaît tous des psys, des histoires de psy un peu drôles, mais des histoires d'horreur, moi en tout cas, j'en connais pas personnellement. Je connais pas de psy qui aurait mal tourné, et tant mieux, c'est mieux pour mon équilibre mental, je pense. Du coup, en me creusant les méninges, je me suis dit que par contre, je connais des tas de films dans lesquels les psychiatres sont de véritables psychopathes, qui parfois finissent par tuer leurs propres patients, et même violemment, hein. Ou alors, tu sais, ces films qui se passent dans un asile de fous, tu dois certainement en connaître. Il y a l'excellent Shutter Island avec Leonardo DiCaprio, ou encore plus vieux, Pulsion de Brian De Palma. Il y a un film, moi, qui m'a particulièrement marqué au moment de sa sortie, qui n'est pas dans cette petite liste. Il s'agit du Silence des agneaux. Ce film, que tu as sans doute vu ou dont tu as entendu parler, est sorti en 91. 5 fois oscarisé, il met en scène Hannibal Lecter, le psy qui tue et dévore ses victimes, incarné à l'écran par le brillantissime Anthony Hopkins. Alors je vais analyser avec toi les ressorts psychologiques du Silence des agneaux qui expliquent pourquoi on est en état de tension maximum devant notre écran et pourquoi ce film de terreur est un véritable chef-d'œuvre. Alors d'abord, on rembobine avec un petit rappel du synopsis. Dans le film, Clarice Sterling, la jeune stagiaire du FBI, cherche à coincer un tueur en série qui se fait appeler Buffalo Bill. Et pour avancer dans son enquête, elle va demander de l'aide à Hannibal Lecter, Hannibal le cannibale, qui est détenu dans une prison de haute sécurité. Étant lui-même un tueur en série, qui a fini par se faire coincer, il peut l'aider à dresser le portrait psychologique de Buffalo Bill. Hannibal Lecter va accepter de lui donner des indices à condition qu'elle réponde à des questions très personnelles. C'est donc un jeu dangereux auquel elle consent pour résoudre son enquête. Le jeu d'acteur est exceptionnel avec une tension qui grandit tout au long du film, mais ce qui est vraiment flippant, et ça tout le monde ne le sait pas, c'est que cette histoire elle est inspirée de faits réels. Alors, quand on pense au film Le Silence des agneaux, on pense tous à Hannibal Lecter. Et pourtant, l'autre grand méchant du film, c'est Buffalo Bill. Buffalo Bill, c'est un tueur en série qui capture des femmes, les assassine, les écorche et place dans leur gorge un cocon de papillon de nuit. Ce papillon se retrouve d'ailleurs aussi sur l'affiche du film et on y reviendra parce qu'il y a beaucoup à en dire. En tout cas, sache que ce psychopathe, il a été inspiré par un mélange de 3 tueurs en série ayant existé. Et aujourd'hui, je vais te faire un portrait rapide de l'un d'entre eux, le plus célèbre, Ted Bundy. Ce tueur en série a sévi durant les années 1970 aux États-Unis. On estime le nombre de ses victimes à une quarantaine de femmes âgées entre 12 et 20 ans. Des femmes de classe moyenne, des étudiantes ou des lycéennes. Les critères de Ted Bundy sont toujours les mêmes lorsqu'il choisit ses victimes. C'est la jeunesse et la beauté de ses filles. Probablement une des raisons pour lesquelles l'Amérique a été tellement émue avec ce serial killer. Autre élément qui a son importance, c'était un tueur en série particulièrement intelligent. Diplômé en psychologie de l'université de Washington, c'était aussi un beau garçon,
très charismatique, très sympathique et donc un peu au-dessus de tout soupçon, ce qui lui a permis probablement d'échapper pendant des années aux enquêteurs et au passage d'ailleurs de s'évader à 2 reprises de prison hautement sécurisée pour continuer à tuer. Les scènes de crime de Ted Bundy sont réparties sur plusieurs États à travers tous les États-Unis. Son mode de prédilection pour tuer ses victimes, c'est l'attaque à l'aide d'un objet contondant, puis la strangulation, souvent à l'aide de bâts. Il évitait les armes à feu, susceptibles de laisser des traces sur les lieux du crime, comme les douilles ou les traces de poudre. Il prenait soin d'ailleurs de trouver ses victimes sur des sites où l'enlèvement était facile. Et puis il jouait sur la corde sensible de ses victimes en se faisant passer pour un handicapé. En effet, il avait confectionné un plâtre qu'il se plaçait au bras ou à la jambe. Et puis bien sûr, il se maquillait et changeait souvent d'apparence afin de tromper les témoins potentiels. Il demandait ensuite à sa victime de l'aider à porter un colis jusqu'à sa voiture. Et c'est à ce moment-là qu'il l'assommait, puis la violait avant de la tuer en l'étranglant et de se débarrasser de son corps dans un endroit isolé où il brûlait aussi ses vêtements. Alors parfois, il emmenait certaines de ses victimes chez lui pour les tuer et les décapiter. Il lui arrivait de les maquiller, de les laver et de les rhabiller. Le 8 novembre 1974, Ted Bundy téléphone à Carol Darronge, 18 ans, qui travaille dans un centre commercial. Il se présente à elle comme étant un agent de police et fait savoir à la jeune femme que quelqu'un a tenté de rentrer par effraction dans sa voiture. Il lui demande de l'accompagner au poste pour porter plainte. La jeune femme le rejoint et monte dans sa voiture. Mais alors qu'il roule, elle lui fait remarquer qu'il ne prend pas le chemin habituel. Et immédiatement, comprenant qu'il est démasqué, Ted Bundy va tenter de la menotter. Dans la bagarre, il va lui attacher 2 fois la même main. Carol Darronge parvient alors à ouvrir la porte et à s'enfuir. Elle va se rendre au commissariat et dresser un portrait robot qui va bien sûr ressembler énormément à Ted Bundy puisque c'est de lui qu'il s'agit. Le 16 août 1975, Ted Bundy est arrêté par un agent de patrouille pour délit de fuite. Le policier, en fouillant la voiture, trouve un masque de ski, une paire de collants, un pied de biche, des menottes, des sacs poubelles, une bobine de corde, un pic à glace, des outils de cambriolage, bref, des objets plutôt incriminants. Le policier suspicieux l'arrête. Il le conduit au poste. Les agents de police se rendent compte que le portrait robot dressé par Carol Darronge correspond absolument à l'homme qu'ils viennent d'arrêter. Il est néanmoins relâché, et c'est ça qui est incroyable, après une fouille minutieuse de son appartement qui n'a pas permis de l'inculper suffisamment. Donc il est passé très très près d'être arrêté, mais il va pouvoir continuer à commettre de nombreux meurtres avant d'être finalement arrêté et transféré à Miami pour y être jugé en juin 1979. Ce tueur en série, de par son intelligence et son charisme, va susciter l'intérêt des médias. Et le procès est couvert par 250 journalistes venus du monde entier. Malgré la présence de ces 5 avocats, Ted Bundy va prendre part à sa propre défense. Une négociation de plaidoyer va être trouvée. Ted Bundy doit plaider coupable pour les meurtres de 3 femmes en échange d'une peine de 75 ans au lieu de la peine de mort. Et bien finalement, nouveau rebondissement dans l'affaire Ted Bundy. À la dernière minute, il rejette l'accord car il refuse d'être déclaré coupable devant le monde entier. Le juge le condamne finalement le 24 juillet 1979 à la peine de mort par chaise électrique. Le juge s'appelle Edward Cowart et il a adressé à Ted Bundy les mots suivants avant que celui-ci ne soit envoyé définitivement en prison. Je cite: « Je suis d'accord sur le fait que c'est toujours une tragédie d'ôter la vie à un être humain contre son gré. Cette cour a décidé en toute raison de vous juger coupable d'assassinat. Les crimes étant particulièrement atroces et cruels, extrêmement vicieux, scandaleusement abominables et ignobles, ils témoignent d'une telle indifférence pour la vie humaine que vous serez exécuté par passage d'un courant électrique dans votre corps jusqu'à ce que mort s'ensuive. » Et là, le juge a ces mots totalement étonnants, je cite: « Prenez soin de vous, jeune homme. Je vous le dis sincèrement, prenez soin de vous. Vous êtes un jeune homme brillant. Vous auriez été un bon avocat. J'aurais aimé vous voir exercer, mais vous avez choisi une autre voie. C'est une véritable tragédie pour cette cour de constater un tel gâchis d'humanité. Je n'ai aucune animosité envers vous. Je veux que vous le sachiez. Prenez soin de vous. »
Ted Bundy sera exécuté le 24 janvier 1989 sur la chaise électrique de la prison de Rayford Stark en Floride. Il avait 43 ans. Il avait été 3 fois condamné à mort pour quelques-uns seulement des meurtres qu'il avait commis, ceux pour lesquels la justice avait réuni suffisamment de preuves, en tout cas des preuves incontestables de sa culpabilité. Malgré ça, il a persisté contre toute évidence à clamer son innocence pendant plus de 10 ans et il n'admettra sa culpabilité que juste avant de passer sur la chaise électrique et uniquement pour 13 de ses meurtres. Il restera dans les mémoires l'un des psychopathes les plus intelligents, avec un nombre impressionnant de victimes, digne de rivaliser avec le personnage d'Hannibal Lecter dans Le Silence des agneaux. Comme tu le vois, la réalité dépasse la fiction. Et c'est sans doute aussi ce qui donne de la profondeur et de la crédibilité aux personnages de Hannibal Lecter et de Buffalo Bill dans Le Silence des agneaux. Le scénario est plausible. Ces affaires de serial killer ont été très médiatisées, le public les connaît très bien. Ces tueurs étaient parmi eux en quelque sorte. Ils les ont peut-être même croisés. Et ça, c'est flippant. Revenons à présent au portrait psychologique de Buffalo Bill. Le papillon qu'il place dans la gorge de ses victimes signifie le changement. Bill sème la mort dans l'espoir de sa propre renaissance en passant par la métamorphose, l'abandon de son corps pour un autre. Alors Bill, en fait, il capture ses victimes dans le but de prendre leur peau et de se confectionner un costume de femme. La mise à mort n'est donc pas une fin en soi, mais une conséquence obligatoire pour réaliser ses desseins. Si l'on suit le raisonnement symbolique, Bill en est encore au stade de la chenille. Il confectionne son cocon, qui sont les peaux des femmes, pour qu'elles forment ensemble sa chrysalide, sa nouvelle peau. Son personnage de tueur psychopathe, il est relativement classique puisque on va dire de lui qu'il vit en marge, isolé, il a très probablement vécu une enfance traumatique. C'est un prédateur nocturne qui n'éprouve ni empathie ni émotion envers ses semblables. C'est l'incarnation du mal absolu. Passons maintenant au portrait de Hannibal Lecter. La tension est provoquée au début du film par l'absence du personnage dont tout le monde parle. Sa dangerosité transparaît dans tous les dialogues et tous les plans. Avec son surnom Hannibal le cannibale, il s'élève à un rang quasi mystique, quasi légendaire. Quand Clarice, la jeune enquêtrice du FBI, lui rend visite dans son quartier de haute sécurité, elle descend toujours plus profondément dans les entrailles de l'hôpital. C'est un peu comme si elle descendait aux enfers pour y trouver le diable en personne. La mise en scène des mesures extrêmes de sécurité et tout le descriptif de la dangerosité de Lecter introduit ce personnage dans une violence et une horreur qui le range dans la catégorie des monstres. D'ailleurs, l'ingestion de la chair humaine représente un des tabous les plus forts de nos sociétés. C'est le symbole de la sauvagerie absolue. D'ailleurs, tu auras peut-être remarqué que traditionnellement dans les films d'horreur, quand des personnages mangent de la chair humaine, ils apparaissent souvent sous forme de zombies ou d'aliens, ce qui permet de mettre une distance nécessaire avec ce que nous considérons comme une barbarie et une violence inouïe. Mais ici, Hannibal Lecter est un personnage brillant, respecté, cultivé, sophistiqué. Il aime les arts et la bonne cuisine. Il incarne le plus redoutable des êtres. Et on voit encore une fois le lien entre Hannibal Lecter, Buffalo Bill et Ted Bundy dans l'intelligence avec laquelle ils vont exécuter leur plan. Autre point, la relation malsaine entre Hannibal Lecter et Clarice Sterling, elle va contribuer au malaise qu'on ressent très vite et qui nous tient en haleine jusqu'à la fin du film. Dès le premier entretien, un rapport de supériorité s'installe entre les deux personnages, Hannibal et Clarice. Hannibal joue le rôle d'un conseiller, presque d'un père spirituel. En échange de réponses à des questions très personnelles, Lecter va donner à Clarice des informations et des pistes essentielles à l'avancée et à la résolution de l'enquête. Donc Lecter fait figure de guide, autoritaire quand même, puisqu'il ne donne aucune information gratuitement, et il va fonctionner exclusivement par énigme, par indice. Et là, élément très intéressant, Lecter nous fait penser au sphinx de la mythologie. Quand Oedipe résout l'énigme mortelle du sphinx, il va libérer la ville de Thèbes. Tout comme Oedipe, Clarisse doit comprendre et résoudre les énigmes données par Lecter pour sauver le pays, ou en tout cas de manière plus concrète, la prochaine victime de Buffalo Bill. Or, il se trouve que le papillon utilisé par Bill est appelé sphinx à tête de mort.
Joli parallèle, non? Alors justement, revenons sur ce papillon. Il s'agit d'un papillon de nuit, le sphinx à tête de mort. Sur l'affiche du film, on voit ce papillon sur la bouche de Jodie Foster. Au milieu du dos de ce papillon, il y a un crâne de squelette, d'où son nom. Eh bien, si tu regardes attentivement le crâne de squelette qui se trouve sur le dos du papillon sur l'affiche du film, il est formé de 7 femmes nues au corps enchevêtré. Et cette œuvre, elle a été réalisée par Salvador Dali en collaboration avec un photographe. Charmant, non? Quant au titre du film Le silence des agneaux, eh bien, il évoque un souvenir d'enfance de Clarisse qu'elle va dévoiler à Hannibal Lecter. Petite, née à la ferme, elle ne supportait pas les hurlements des agneaux quand ils étaient abattus. Elle avait tenté d'en sauver un, mais sans y arriver. Eh bien, ce souvenir traumatisant l'a incitée à vouloir sauver des victimes, c'est-à-dire les agneaux, dans la symbolique. Elle a voulu les sauver de tueurs psychopathes et pouvoir ainsi faire taire à jamais les hurlements des innocentes et par là même les hurlements des agneaux. En conclusion, ce qui a fait le succès de ce film de terreur, c'est la barbarie née de la plus haute intelligence. Et c'est là qu'on fait le parallèle entre des serial killers comme Ted Bundy et Hannibal Lecter. Le suspense tient autant dans le jeu de piste macabre que dans l'affrontement psychologique entre Hannibal le cannibale, ogre moderne, psychopathe diabolique, et Clarisse, flic séduisante, proie virtuelle, qui est de temps en temps angoissée, de temps en temps courageuse, très malléable. Toutes les zones d'ombre sont explorées, la chair avec la chrysalide qui est déposée au fond de la gorge des victimes, l'inconscient dans le dialogue entre Lecter et Clarisse, le cache-cache final hallucinant dans le noir complet. Hannibal Lecter incarne le mal utilisé au service du bien et de la justice le temps d'une enquête. Donc dans ce voyage au bout du mal, tout est plausible et palpable, et de là vient l'effroi. On arrive à la fin de ce thread d'horreur et j'espère qu'il t'a plu. J'espère que tu ne changeras pas d'avis sur les psychiatres, parce que ce ne sont quand même pas tous des tueurs en série, loin de là. Et bien sûr, je te souhaite un super week-end d'Halloween. Pense à t'abonner à ma chaîne et à liker, partager cette vidéo. C'est un nouveau concept que j'ai essayé et j'espère que ça t'aura plu. J'attends tes retours en commentaire. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Je te dis à très vite dans une autre vidéo. Bye bye!